Voilà, nous avons... Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez, hein, monsieur Traoré? Oui, je vous entends bien. Voilà, je crois qu'il y a un peu de bruit autour de vous. Hein, voilà. Alors, nous allons donc aller très rapidement. Hein. Vous êtes donc monsieur Chen Tidiane Traoré. Hein, je crois que tous les Guinéens vous connaissent très bien. Mais puisque notre émission, c'est une émission internationale, hein, que bon, il y a de non-Guinéens qui suivent aussi. Hein. Est-ce que brièvement, hein, vous pouvez certainement vous représenter, hein, monsieur Cheikh Tidiane Traoré? Je suis Cheikh Tidiane Traoré, président du Mouvement pour la République. C'est un parti politique créé par des jeunes cadres que je dirige depuis 3 ans. Et sur le plan professionnel, je suis consultant et conseiller spécial de M. Kefa Lakawara, PDG du groupe Gicopress. Parallèlement à cela, je suis le vice-président de l'association Isolon Bobola que nous avons créée depuis septembre de l'année dernière. Dans le cadre du scrutin présidentiel de cette année, nous avons mis en place un mouvement qui s'appelle Alpha 15, qui est une synergie politique qui vise la réélection du professeur Alpha Condé dès le premier tour, à l'occasion du scrutin le 11 octobre 2015. Mais voilà, puis nous en présenter Cheikh Tidiane Traoré. Voilà, merci beaucoup, hein, monsieur Traoré. Vous avez parlé donc du mouvement, avant de revenir donc à la première question, le mouvement donc Alpha 15, hein, il y a aussi le mouvement CRAC et tout ça, ça fait pas beaucoup tout ça. Est-ce que les électeurs pourront se retrouver? CRAC est un mouvement, nous sommes une synergie. Alpha 15 n'est pas un mouvement, c'est la mise en synergie de toutes les forces politiques, sociales et économiques pour pouvoir faire une force unique pour aller vers la réélection. Quand on vient dans une cité, on vient dans un pays, on vient dans une collectivité ou dans une circonscription électorale, notre travail est d'identifier tous ceux qui ont pour objectif commun la réélection du professeur Alpha Condé. Selon les compétences et selon les capacités de mobilisation et d'action des uns et des autres, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons mobiliser des moyens matériels, des moyens financiers, de la logistique en un mot, et voir aussi comment mettre l'expertise des membres de la synergie à la disposition de ces causes pour pouvoir organiser des mobilisations, pour pouvoir organiser des campagnes de communication, pour pouvoir organiser des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer allant dans notre sens commun qui est la réélection du professeur Alpha Condé. Dans le cadre, il y a aux États-Unis plusieurs mouvements qui soutiennent le professeur Alpha Condé. Il y a également ceux qui ne soutiennent pas le professeur Alpha Condé qui sont notre cible principale. La jeune génération, ceux qui n'ont pas compris la portée de son bilan, faire le bilan, la promotion de son bilan et la promotion de ses œuvres et sa réputation personnelle. Parce que si en 2010, il a été élu sur la base de promesses, en 2015, sa réélection, il la devra principalement à la qualité des œuvres qu'il a eu à poser, au bilan qu'il a à défendre. Donc, nous essayons de faire connaître le maximum possible, secteur par secteur, dans quel état le professeur Alpha Condé a trouvé la Guinée, quelles sont les réalisations déjà faites malgré le contexte national et international extrêmement difficile, et quelles sont les perspectives, quels sont ses rêves pour la Guinée de demain, et qu'est-ce qui motive notre choix de vouloir lui renouveler la confiance, lui faire renouveler la confiance du peuple de Guinée pour qu'il fasse un second mandat et un dernier mandat. Donc, Alpha 15 n'est pas un mouvement ou une association qui agit sur le terrain, c'est une synergie qui a pour vocation de mettre en commun les moyens humains, matériels et expertise de tous ceux qui œuvrent pour la réélection du professeur Alpha Condé. Donc, ce n'est pas une association de plus, ce n'est pas un mouvement de plus. Mais voilà. Merci bien pour voilà, cette précision. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous étiez donc le conseiller spécial hein, du PDG donc, de Gicopress. Ensuite, vous êtes donc à la tête du mouvement Alpha 2015. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PDG, hein, le PDG de Gicopress est donc favorable à la réélection du président Alpha Condé, c'est bien ça? Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Le PDG du groupe Gicopress, avant d'être d'abord PDG d'un groupe, est d'abord citoyen guinéen, qui a des obligations et a le devoir d'accomplir un droit civique qui est
de s'enrôler, d'élire, de faire élire, de voter donc, et de promouvoir les actions de celui en qui il croit en termes politiques, en qui il donne un certain crédit aux actions. D'ailleurs, on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, le groupe GicoPress est un des outils majeurs de la mise en œuvre du programme de développement du poste Alpha Condé en termes d'infrastructures routières. Aujourd'hui, GicoPress emploie plusieurs milliers de jeunes Guinéens sur les chantiers guinéens. Il est en train de devenir un fleuron. Parce que tout au début, le président de la République a dit ma politique est basée sur le fait que la Guinée doit consommer ce qu'elle produit. Et cela se traduit jusque dans le cadre de la construction des grandes infrastructures. Aujourd'hui, nous faisons de grandes routes. Nous avons le marché en groupement d'entreprises de la réhabilitation du site de Coloma. Il doit bientôt démarrer par l'indemnisation de toutes les familles qui avaient été déguerpies en 2006 sans être indemnisées. Celles qui existent là-bas encore vont être indemnisées et les 256 hectares vont être complètement réhabilités et aménagés pour le plus grand bien du peuple de Guinée, pour que nous puissions avoir une capitale moderne et des infrastructures de nouvelle génération. Donc, en un mot, Kefa Kamara Kapessi, en tant que citoyen guinéen, a fait le choix du candidat du RPG présidentiel, a fait le choix du professeur Alpha Condé, qui est en train de réussir en 5 ans ce que notre pays a toujours rêvé d'avoir en un jubilé d'indépendance, c'est-à-dire en 50 ans d'indépendance. Voilà que maintenant, une nouvelle vision de politique est en train d'être mise en œuvre qui consiste à aller au-delà des promesses électorales et à transformer les promesses en réalité et que désormais le peuple de Guinée puisse entrer dans ses mœurs et dans ses habitudes politiques le choix de son candidat en fonction de son programme, non sur la base de l'irrationnel. Mais voilà. Merci beaucoup, M. Traoré. On aura la possibilité de poser une ou deux questions tout à l'heure par rapport donc, à la politique un peu guinéenne, hein, mais parlons beaucoup plus un peu d'Ebola. Vous étiez donc aux États-Unis la semaine dernière dans le cadre donc, de la conférence internationale de lutte contre l'Ebola organisée donc par les Nations Unies. Vous avez profité pour demander donc un plan Marshall donc de près de 3 à 4 milliards donc, de dollars. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la communauté internationale vous a entendu? Absolument. La communauté internationale a entendu dans la mesure où la marche a été abondante. 3,4 milliards avec des démarches soutenues dans le sens de l'éradication de la dette extérieure des 3 pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et cette dynamique n'a pas du tout été relâchée dans la mesure où, courant cette semaine, l'Union africaine prend le relais, comme ça a été annoncé par le président Mugabe, à Malabo, pour pouvoir continuer cette levée de fonds en faveur de la lutte contre l'Ebola, en faveur de la mise en œuvre des plans au niveau de la Manoriva ambitionnés pour pouvoir gérer le post-Ebola, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'après les populations, après les médecins, la troisième grande victime d'Ebola dans nos 3 pays, c'est bien l'économie qui est à terre. Alors aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons remercier la communauté internationale et nous devons passer maintenant par des voies et moyens pour que, au-delà des déclarations de montant, au-delà des déclarations de bonne intention, que les promesses de financement puissent être transformées en réalité et que, comme une caisse commune a été mise en place au niveau du secrétariat exécutif de la Manoriva, qu'effectivement ces comptes-là soient alimentés pour pouvoir financer les programmes communautaires qui vont alimenter les programmes par pays et les programmes sectoriels, notamment le renforcement des capacités de nos structures sanitaires, la relance de l'économie par le fait de booster les économies de nos différents pays pour que l'assiette fiscale puisse revenir au rendez-vous et que les plans de développement puissent être enfin remis sur chantier. Je pense, avec beaucoup de volonté de la part des 3 présidents qui ont donné l'exemple de l'unité d'action à tout moment, avant de venir à une rencontre internationale, se font le plaisir de se rendre à Conakry pour avoir une même identité de vue, avoir un seul porte-parole. Vous avez remarqué que durant toute l'année,
l'année 2014, c'est le professeur Alpha Condé en tant que président en exercice de la Mano-Riva qui a pris son bâton de pèlerin pour faire le tour de toutes les grandes capitales du monde pour se faire, et qu'à l'occasion de cette conférence internationale de mobilisation, c'est Mme Hélène Sirleaf qui a servi de porte-parole et qui, de manière brillante, avec beaucoup de tact et d'expérience et de professionnalisme, a présenté la profondeur de la vision et des actions ambitionnées par la Mano-Riva. Aujourd'hui, les chefs d'État et leur gouvernement sont convaincus que l'avenir appartient aux grands ensembles et qu'aucune solution individualisée dans la lutte contre Ebola ne peut être une solution durable. La preuve, il y a quelques mois, il y a 1 mois et demi environ, le Libéria avait été déclaré Ebola free. Dès l'instant que ses voisins immédiats avec lesquels il a tout en partage avaient encore quelques foyers d'Ebola, voilà qu'aujourd'hui, Ebola fait sa réapparition. Le professeur Alpha Condé a toujours dit, tant qu'il y aura un seul cas de Ebola dans le peuple du perroquet, nous pourrons être rassurés qu'aucun pays n'est encore endormi. Voilà. Donc, nous pensons que vous, les médias, toutes les populations africaines, tous les activistes du monde entier, tous les citoyens du monde doivent savoir que Ebola est une question planétaire. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de plan Marshall. C'est pourquoi on pense que c'est un plan de lutte internationale parce que l'épidémie Ebola est considérée comme un ennemi commun, donc il faut engager une guerre réelle pour pouvoir en faire un vrai problème à solutionner. Je pense que la synergie de nos actions, acteurs politiques, acteurs économiques, les sociétés civiles des 3 pays élargies à tout leur système au niveau régional et international, la presse en particulier, parce que de toutes les façons, si la presse ne donne pas l'écho des efforts qui est fait, très rapidement les choses, vu les priorités vont changer au niveau des donateurs et de ceux qui ont prévu. Et je pense que vous avez un rôle important à jouer pour pouvoir rappeler à tout moment les engagements et les promesses tenues, pris par les uns et les autres, afin que les engagements puissent être réalisés. Moi, je pense que c'est une affaire commune. Les volontés politiques sont grandement exprimées. Il s'agit chacun pour sa part, dans son domaine de compétences, là où il a la possibilité de porter le message, et de manière forte, doit jouer son rôle pour que ces moyens puissent être mobilisés afin que Ebola ne soit qu'un lointain souvenir dans nos 3 pays et qu'on puisse en profiter du post-Ebola pour pouvoir booster nos systèmes sanitaires et relancer nos économies de plus belle. Mais justement, par rapport un peu à l'Ebola, certains de vos compatriotes souhaitent que votre mission ne soit pas une réussite à court terme. Ils souhaitent que ça soit à moyen terme, surtout après les élections, parce qu'ils n'aimeraient pas que ça soit capitalisé pour les élections présidentielles. Alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, je crois que ceux-ci ne sont pas bien informés ou sont mal intentionnés. On ne peut pas, si ce n'est pas pour des raisons démocratiques, pour des questions de calendrier, pour des questions du fait que certaines personnes pensent que la priorité dans nos pays, c'est les élections, je ne pense même pas que l'année 2015, aussi longtemps qu'il y aurait Ebola dans un pays, qu'on aurait passé à une activité politique pour distraire les populations. Vous n'irez dans aucune zone aujourd'hui, sur la base de la consultation des communautés, pour pouvoir leur demander quelles sont leurs 3 premières priorités et que ces populations vous disent c'est les élections présidentielles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les fonds qui vont être mobilisés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sont à l'actif du professeur Alpha Condé, qui n'a ménagé aucun effort, malgré son âge, malgré le contexte national extrêmement tendu, n'a ménagé ni son énergie, ni ses efforts, ni ses relations pour pouvoir atteindre là où on est aujourd'hui. Ebola, s'il y a quelque chose de bien démocratique, c'est bien cette maladie. Parce que quand elle rentre dans une localité, elle ne choisit pas entre le militant de l'opposition et le militant de la mouvance. Il tue. Il endeuille. C'est un virus qui est mauvais pour l'être humain, l'espèce humaine tout court. Politiser la lutte contre cette maladie est une question de non-sens, c'est une question de mauvaise foi, c'est une question de manque d'altruisme et de manque de patriotisme.
à mon avis. Manque de patriotisme. Tout à l'heure, vous parlez un peu donc d'Alpha 15 et puis votre mission au niveau des États-Unis. Vous avez articulé, vous avez insisté sur le mot synergie. Synergie, qui parle donc de stratégie un peu sur le terrain et tout ça. Mais certaines personnes disent que votre synergie n'a pas marché au niveau donc des États-Unis. Vous êtes arrivé, la mobilisation pour apporter le soutien au président Alpha Condé n'a pas tellement réussi. Certaines personnes parlent de financement, des moyens qui ne sont pas arrivés à destination, et vous, certainement, vous êtes un peu accusé. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Écoutez, je pense que le parcours du plus long chemin commence par une marche. Ça n'a pas marché, je ne suis pas de cet avis. Dans la mesure où il faut d'abord respectueusement saluer et remercier les jeunes de Washington, les femmes, les braves femmes de Washington qui sont arrivées, plus d'une trentaine, des jeunes du Konya qui ont à leur tête le jeune État, je ne sais pas s'ils sont à Bronx, en tout cas de New York, qui n'ont pas été cités au cours de la réunion préparatoire qui a été organisée à l'ambassade. Comme je vous l'ai dit, nous nous faisons de faire. Quand on est arrivé, une équipe restreinte de 5 personnes, pétries de talent, venues avec des moyens logistiques et financiers, nous avons, autour de l'ambassade de Guinée, organisé une rencontre entre, d'une part, les responsables politiques, donc du RPG de New York. Nous avons également eu autour de la table les responsables du Manding. Nous avons eu autour de la table quelques membres du bureau exécutif du président qui gouverne, qui rassemble tous les Guinéens de New York, de Connecticut et de New Jersey. Nous avons eu autour de la table certaines associations de femmes, telle que celle qui est dirigée par Mme Kadesano. Nous avons dit, vu l'étroitesse du temps entre la période où nous sommes venus et la période pendant laquelle l'organisation devait se faire, le temps était court, il fallait s'adresser à ceux qui sont considérés sur le terrain comme les plus performants. Il nous a été vanté les mérites de l'association du Manding, qui a été représentée par notre frère Moussa Dian, qui a pris l'engagement qu'il mobiliserait un minimum de 500 personnes. Nous avons fait le déplacement chez Mme Kadesano, qui nous a rassuré qu'elle a 300 femmes à sa disposition, ce qui d'ailleurs ne justifiait plus la mobilisation des femmes qui devaient venir de Washington. Après évaluation de tous les coûts, nous avons mis à leur disposition $8 000, qui a été remis aux représentants de Alpha 15 aux États-Unis et qui a mis séance tenante à la disposition des gens. Ces $8 000 devaient servir pour $1 100 qui devaient être remis à M. Bindo Sano pour toutes les communautés et la communication dans les radios communautaires en ligne, comme Jacques Roger Chou à New York. Il a été mis à la disposition de M. Moussa Dian, je crois, le solde de ce montant pour pouvoir louer pour toute la journée 25 taxis dans New York pour pouvoir faire rallier tout le monde sur les lieux de la mobilisation, pour pouvoir louer 3 bus pour pouvoir mobiliser les gens de New Jersey, de Connecticut et de Washington. Et je sais quoi encore. En dehors de ces 8 000, nous avons également donné en main propre à Mme Kadesano pour la mobilisation de ces 3 000 femmes, $3 000. Ça sont les grandes lignes de cet investissement. Mais, in fine, nous avons trouvé qu'il n'y a pas eu de bus loué. Les gens qui sont venus de New York n'ont pas vu de taxis mobilisés sur les sites qui ont été identifiés comme lieu de regroupement. Nous n'avons pas vu les femmes de Washington, de New York, qui ont été promises pourtant par Mme Kadesano. Cet argent devait lui permettre d'acheter des ensembles qu'on appelle communément chez nous les sobis. Ça devait permettre de les mobiliser. Nous n'avons vu ni les sobis, ni la mobilisation des femmes, et nous avons mis à disposition des banderoles et 500 t-shirts. Écoutez, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus quand on vient dans le cadre d'une mobilisation communautaire qui va au-delà de la politique pour pouvoir mobiliser la Guinée, les amis de la Guinée, autour de la lutte contre cette sale maladie.
prendre les revenus personnels d'un citoyen guinéen pour venir aider les autres sur leur terrain et que cela ne voit pas le jour, c'est simplement regrettable. Par rapport à cet objectif, nous avons fait front commun avec les Léonins et nous avons été satisfaits. Le deuxième objectif de notre mission était de prendre d'assaut les réseaux sociaux. Ça, vous avez dû le remarquer qu'il n'y a pas eu de match entre ceux qui soutenaient cette action de la sortie du président pour la conférence internationale de lutte contre Ebola, entre le travail que nous avons fait et celui de la partie adverse. Je pense qu'il n'y a pas eu photo. Également, notre communication au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la presse en Guinée et ailleurs, a en grande partie démotivé ceux qui devaient se mobiliser contre cette action. Aussi, nous saluons avec beaucoup de respect le passage du président de la communauté guinéenne de New York, de Connecticut et de New Jersey sur votre antenne, qui a fait un appel patriotique pour demander aux gens que ceux qui ne sont pas prêts à soutenir les actions du gouvernement pour mobiliser des ressources de rester chez eux. Nous le remercions. Je profite de cette occasion pour lui dire que même dans le cadre de sa campagne de communication, notre équipe a proposé de lui faire une assistance de $1000. Il a dit non. Pour la prochaine fois, l'association des Guinéens de la zone qu'il préside va nous soumettre un plan d'action pour faire d'autres actions communautaires et que pour cette fois-ci, leur temps, leurs ressources, ils vont eux-mêmes les mobiliser pour pouvoir faire cette communication parce qu'ils ne sont pas à $1000 près. Je leur tire un chapeau au melon pour cet acte patriotique, pour n'avoir pas pris de l'argent et pour avoir agi. À l'inverse de ceux qui ont pris des ressources et qui n'ont rien fait. Et le troisième objectif qui était visé par rapport à ça, c'était continuer à faire sentir au président de la République et au gouvernement qu'il n'est pas seul dans le combat qui est. Donc, nous pensons, nous qui sommes venus pour cette mission, que notre mission a été positive, dans la mesure où, par rapport aux objectifs politiques qui profilent à l'horizon, nous connaissons désormais les vrais maîtres du terrain. Nous connaissons désormais nos interlocuteurs dans le cadre de cette synergie, n'ont pas eu besoin de passer par des intermédiaires pour les atteindre. Voilà, à notre avis, quel est le bilan que nous tirons de notre passage récent à New York. Et chapeau à tous ceux qui se sont mobilisés et bonne fête à tout le monde par anticipation. Voilà, bonne fête à tout le monde. Alors, l'avant-dernière question, est-ce qu'on peut parler quand même des détournements de fonds parce que l'argent n'est pas arrivé à destination? Dès l'instant, cela va de soi. Quand vous prenez des engagements par rapport, c'est un contrat qui est moral. Et puis des engagements pour faire quelque chose quand vous ne l'avez pas fait, quand vous l'avez investi pour autre cause, je peux dire avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'amertume et de regret, que c'est un détournement d'argent. Cela n'est pas un argent public. C'est l'argent d'un frère qui a mobilisé 5 personnes, voyage international, hôtel pris en charge, la logistique mobilisée pour pouvoir faire une lutte commune pour notre pays. Et voilà, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de pouvoir de l'opposition, de la société civile ou de militaires. Et voilà, a touché à tout le monde. Moi, je pense qu'on doit tirer des leçons de ce qui s'est passé pour que des cendres de nos échecs, cette fois-ci, nous puissions remettre pour pouvoir mettre en place de grands mouvements et de grandes causes pour le bien du peuple guinéen où qu'il se trouve. Voilà, merci beaucoup, donc, Monsieur Traoré. Hein. Donc, avant, vous avez donc un appel à la communauté qui vous suit en ce moment. L'appel que j'ai lancé à la communauté, c'est que il faut que nous puissions savoir la démocratie est venue nous trouver dans une coexistence pacifique. La mauvaise assimilation de la politique fait aujourd'hui que pour accéder au pouvoir, les gens sont prêts à pactiser avec le diable, ils sont prêts à tout diviser les communautés qui ont vécu ensemble pendant des siècles pour assouvir leurs besoins. Nous sommes plus nombreux que les politiciens. Ce n'est pas à eux d'être nos objecteurs de conscience. Il appartient au peuple de dire, de mettre un cahier de charges et dire aux politiciens, domaine par domaine, celui qui nous présentera les meilleures aspirations et le meilleur programme, on va le soutenir. En 2010, le problème de Kaleta n'était qu'un rêve, une promesse. Ça relevait même de la vanité. Aujourd'hui, Kaleta est une réalité
il y a le courant dans plus de 90% des quartiers de Conakry, 24 heures sur 24. À partir de la fin de ce mois, il y aura 24 heures sur 24 dans 100% des quartiers de Conakry et dans les préfectures voisines, le courant. D'ici la fin du mois d'août, il y aura le courant dans Conakry, sur la route nationale jusqu'à l'Abbé et dans plusieurs préfectures de la périphérie. C'est cela. Le miel qu'on nous donne désormais, il ne doit plus être un aliment pour nos oreilles, il doit être un aliment qu'on déguste sur la langue. Il est important que nous nous donnons la main, il est important qu'on dise et qu'on sache que c'est Dieu qui donne le pouvoir et il donne à qui il veut. Nous sommes un peuple foncièrement religieux et nous pensons que nous devons beaucoup faire la politique dans ce qu'on appelle le Sarakuya. Dans la plaisanterie, dans le cousinage, je pense que c'est le meilleur antidote de la démocratie mal assimilée. Aujourd'hui, donnons-nous la main, faisons en sorte que ce dont Dieu nous a dotés puisse être un produit, un bien distributible pour le bien-être de tout le peuple dévolu. Il n'y a pas de famille aujourd'hui, 100% de la Basse-Guinée, 100% de la Moyenne-Guinée, 100% de la Haute-Guinée ou de la Guinée forestière. La Guinée d'aujourd'hui et de demain est métisse. L'avenir de la Guinée est métisse. Nous devons le savoir, et ce grâce aux femmes. Je demande donc aux femmes de Guinée, où qu'ils se trouvent, d'agir pour que la volonté des Guinéens soit une et indivisible. Que quand on arrive à des périodes électorales de campagne, comme pour le 11 octobre, que chacun choisisse son camp, et une fois qu'on a déclaré quelqu'un vainqueur, et que pour les 5 années qui suivent, que chacun se mette derrière lui pour pouvoir atteindre des objectifs et monter faire des obstacles, des moyens de surfer pour pouvoir aller à des hauteurs les plus élevées pour que la Guinée puisse enfin trouver sa place dans la sous-région et devenir une des locomotives de l'Afrique. Voilà l'appel que je vais lancer, particulièrement aux jeunes et aux femmes, parce que partout où vous avez la femme et son enfant, le père n'a pas d'autre choix que de les suivre. Je vous remercie, M. Jacques. Voilà, merci beaucoup, M. Traoré. Je crois que vous êtes là, on ne peut pas certainement vous laisser partir sans prendre au moins 2 ou 3 questions, donc des nombreux auditeurs qui sont donc en ligne. Hein. Mais avant de prendre la question, j'aimerais certainement avoir une précision. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait une partie de montant qui était donc destinée donc à la presse, donc au Jacques Roger Show. Hein. Mais nous vous confirmons que nous n'avons rien reçu. Hein, voilà. Donc c'était pour faire un peu donc la précision. De toutes les façons, j'ai eu à échanger à la veille de mon départ avec les gens de la radio de la Basse-Guinée, ou c'est pas Radio Santé, qui m'ont dit la même chose. Ils n'ont pas reçu $1 centime, malgré qu'ils ont fait participer à la campagne de communication pour la mobilisation et la sensibilisation. Je profite de l'occasion pour remercier tous les dirigeants, tous ceux qui sont le management de ces radios, et nous sommes rassurés que pour la prochaine fois, nous connaissons désormais les adresses, nous connaissons les numéros de téléphone, nous connaissons les portes auxquelles il faut taper. Voilà, merci beaucoup donc M. Traoré. Restez en ligne, on va prendre 2 questions et puis vous laissez partir. Hein. Alors, Chérif... il est quand même bientôt 1h du matin à Paris. Voilà, on va prendre 2 questions. 2 questions. Alors, Chérif Haïdara, puisque vous êtes déjà en ligne, allez-y pour votre question. Écoutez, Jacques, c'est un plaisir de vous entendre depuis quand même quelques jours, vous nous avez manqué, mais ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, on peut garder ce jeune homme-là jusqu'à 20 heures de temps si on le veut. Il ne bouge pas tant que je ne lui donnerai pas l'ordre de bouger. Donc, il a affaire avec son patron ici. Honorable Cheikh, c'est un plaisir de vous entendre. Si, comme on est aux États-Unis et que les heures supplémentaires sont payées là-bas, et ce n'est pas à cause de Dieu qu'on fait la rallonge dans le cadre du travail, donc il n'y a pas de problème, je suis à ton service, mon patron. D'accord. Donc, c'est un plaisir. On vous a suivi depuis le départ jusqu'ici. Et effectivement, c'est pas facile la mobilisation ici aux États-Unis. Et on a vu le président de la communauté guinéenne de New York sortir et lancer cet appel solennel qui devrait réunir autour de l'arrivée du président guinéen aux Nations Unies tous les Guinéens soucieux effectivement du résultat qui aurait pu être obtenu par rapport à la lutte contre Ebola. Mais bon, je crois que beaucoup de Guinéens ont entendu et ce que nous avons
quand même pu suivre à travers les photos et quelques vidéos qu'on a vues, c'est qu'il y a eu un très bon nombre qui ont répondu à l'appel. Donc, honnêtement, c'est un plaisir. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, je crois bien que le président guinéen, avant même son passage aux Nations Unies, avait eu l'opportunité de rencontrer certains investisseurs, si je ne me trompe, dans le secteur minier. Et vous devriez être présent. Est-ce que quelque chose a filtré? Est-ce que maintenant ce secteur va bouger? Qu'est-ce qui a dû se passer à travers cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grande ligne de cette rencontre et aussi de la rencontre tête-à-tête entre le président et le secrétaire général de l'ONU? Ben écoutez, par rapport à la première rencontre à laquelle j'ai assisté en ma qualité de représentant du PDG de GicoPress, j'ai retenu des moments forts. Les investisseurs du secteur des mines, de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture sont venus dire leur volonté au président de la République de venir en Guinée et accompagner dans le post-Ebola. Le président de la République, de manière brillante, a exposé tout le potentiel de la Guinée dans le cadre minier, son potentiel dans le cadre de l'agriculture et a dit les objectifs de l'action de son gouvernement qui ont, dans le cadre de la promotion de l'investissement privé massif et de l'investisseur en Guinée, a deux objectifs: la lutte contre la corruption et la facilitation, des procédures de mise en œuvre des actions de ces investisseurs. Ceux qui sont déjà en Guinée ont posé clairement sur la table les questions qui les assaillent actuellement. Le président de la République a commencé d'abord par remercier le groupe Alcoa qui, malgré le pandémie Ebola, n'a non seulement pas quitté la Guinée, mais a plutôt augmenté ses capacités de production. Il a dit son regret au groupe Rio Tinto, qui a quitté la Guinée à un moment difficile, qui a donné un mauvais signal à certains qui voulaient s'installer nouvellement et à d'autres qui étaient sur la voie de choisir le chemin de la Guinée, et il a souligné que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît les amis. Pour répondre à leurs sollicitations, il a dit qu'il a mis en place le Conseil présidentiel pour l'investissement et la promotion publique et privée. Et désormais, quand ils viennent en Guinée pour poser leurs problèmes, autour du président de la République et à la présidente de la République, tous les membres du gouvernement, tous les hauts fonctionnaires de l'État qui sont concernés dans le cadre du traitement d'un dossier sont regroupés le même jour autour de la même table pour discuter de fond en comble de toutes les questions et qu'à moins de 24 heures, toutes les conventions, les accords puissent être signés au même endroit et au même guichet unique. Cela a beaucoup enchanté. En ce qui concerne les sorties des minerais par le Libéria et proposées par certaines entreprises comme conditionnalité et difficultés actuelles, le président a dit qu'il a donné des instructions dans ce sens et que le gouvernement a donné son accord. Certaines entreprises voulaient avoir tel que Bel Air comme lieu où ils peuvent installer leur siège. Le président de la République a dit si aujourd'hui notre secteur premier pour pouvoir donner de l'argent au trésor public reste les mines, la priorité du gouvernement aujourd'hui est de développer aussi le secteur touristique. Donc il n'est pas question qu'on détourne une infrastructure touristique pour les biens des mines, mais plutôt il va demander à ce que le gouvernement agisse pour que tout projet minier soit assorti d'un volet de développement touristique. Et enfin, dans le cadre de l'agriculture, le président de la République a donné tout le potentiel de la Guinée et a expliqué comment la coopération entre la Guinée, le Vietnam et l'Afrique du Sud, ainsi qu'avec le Maroc, est en train de se développer. Avec le Maroc, les études sont engagées actuellement. Les hommes vont être sur le terrain pour pouvoir faire l'étude des sols des 33 préfectures de la Guinée, jusque dans la CRD, pour pouvoir trouver à spécialiser les préfectures par rapport au type de culture qui peut marcher partout. Également, il a dit sa volonté de faire de grands travaux d'aménagement pour que nous puissions avoir la maîtrise de l'eau et qu'il y ait 2 récoltes par an. Et enfin, il a dit qu'il est prêt à donner des contrats stratégiques de 10 000 hectares dans le cadre de l'agriculture, mais à condition que les opérateurs qui viennent dans le domaine puissent venir, non seulement pour,
aménager des espaces, faire de l'irrigation, transmettre leurs connaissances aux populations à la base, et leur gouvernement leur donnera toutes les garanties d'exporter et leurs produits dès que l'autosuffisance alimentaire sera une réalité sur le terrain en Guinée. Et enfin, il a appelé les gens qui investissent dans le cadre du secteur de la santé. Il a besoin d'un hôpital de référence en Guinée pour pouvoir diminuer cette saignée du trésor public dans le cadre de l'évacuation sanitaire dans les centres au Maroc, en Occident, en général, et en particulier en France, pour des soins. Cela est une saignée forte pour l'économie du pays et je pense que les investisseurs présents sur les lieux ont compris le message du président de la République et se sont donné rendez-vous dans les jours qui suivent, même avant le début, malgré la campagne présidentielle. Donc, je pense que tous les verrous sont levés. Le président de la République leur a donné le gage nécessaire et ils ont été chacun commis à la tâche de faire la promotion de tout ce que le président a eu avant comme image et réputation de la Guinée, comme possibilité de faire de la Guinée une réalité. Et enfin, il a dit dans le cadre du Boxy que l'Indonésie est sortie du marché pour avoir un autre plan stratégique. Et il souhaitait que l'Indonésie, sa place laissée vacante par l'Indonésie, puisse être prise par la Guinée. Et cela doit faire l'action de tous les Guinéens. Parce que de toute façon, si cela est mis aujourd'hui en œuvre, si le professeur Alpha Condé est réélu en 2015, peut-être que les premiers dividendes de ces réalisations ne pourront être obtenus qu'après lui. C'est ce qu'il a dit par rapport à l'énergie. Le président Lansana Conté a fait Garafiri. Lui, il a fait Kaleta. Il va faire Swapiti. La chaîne sera complète et la solution hydraulique de l'énergie sera au rendez-vous. S'il parvient à faire Swapiti pendant ces 2 mandats, qui va profiter de cela? C'est son successeur. Donc, voyons le développement de la Guinée. Allons au-delà des personnes physiques. Faisons du président de la République une institution et non une personne physique. Une institution qui représente la première personne morale qu'on considère comme prestataire de services publics. C'est bien le président de la République. C'est pourquoi le peuple, dans sa majorité, lui accorde son suffrage. C'est ce qu'on demande d'être renouvelé. Une nouvelle Guinée est possible avec le professeur Alpha Condé et cela a été prouvé au cours de cette table ronde qui a été organisée par notre frère Didier Fall, qui a mis en place ce beau parterre non des moindres, pour dire vrai. C'est comme dans le cadre chez nous. On dit qu'avant que les sorciers ne sortent pour aller dans leur activité nocturne, ils vont à un endroit qu'on appelle en Soussou Fili. Donc, le professeur Alpha Condé a été apporté à cet endroit par ceux qui décident l'économie mondiale dans le cadre de l'investissement privé. Et ce ne sont pas des moindres, ce ne sont pas des représentants qui étaient là, c'était les propriétaires et les capitaines d'industrie qui étaient en première ligne de décision. Je pense que pour cela, je tire chapeau. Et cela représente également un des résultats positifs du passage présidentiel en New York dans le cadre de la mobilisation internationale contre Ebola. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Voilà qui est assez clair. M. Traoré se fait très tard donc à Paris. On aura la possibilité de vous avoir une autre fois et puis rentrer un peu dans les détails. Et encore une fois. Ça sera un plaisir. Au revoir. Voilà. C'est un peu pour au revoir. Voilà.